Alors, imaginez un instant le pays le plus prospère de tout le Maghreb sur le papier, une véritable puissance économique. Et pourtant, ses citoyens cherchent par tous les moyens à le fuir. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge en plein cœur de ce qu'on appelle le paradoxe algérien. D'un côté, une richesse macroéconomique impressionnante, et de l'autre, un exode de masse complètement inédit. Comment une nation avec autant de ressources matérielles peut-elle voir ses forces vives la quitter de cette façon? C'est la grande question, et on va décortiquer ensemble les rouages de cette contradiction qui est franchement fascinante. Regardez un peu ces chiffres, c'est frappant. Si on s'en tient aux indicateurs macroéconomiques, tout va bien. Le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, 882 milliards de dollars, c'est colossal. La dette extérieure, à peine 1% du PIB, donc quasi inexistante. Et avec un coefficient de Gini à 27,6, la richesse semble, en théorie, très bien répartie. Bref, des bases super solides. Mais, et c'est là que ça bloque, quand on regarde la dynamique migratoire, le tableau s'assombrit. Selon Frontex, sur les 10 premiers mois de 2025, les traversées irrégulières depuis cette région sur la route de la Méditerranée occidentale ont bondi de 27%. C'est un décalage total. Et pour comprendre ce grand écart entre la richesse de l'État et la fuite des habitants, il faut remonter à la source même de cette richesse. Ce qui nous amène directement à notre première partie, l'illusion de la rente pétrolière. En fait, le nœud du problème crève les yeux sur ce graphique. L'économie est extrêmement concentrée. Le pétrole et le gaz, c'est presque 90% des exportations du pays. Ça représente plus de la moitié de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est le cas d'école de l'État rentier. Pour vous donner un ordre d'idée, l'indice de concentration des exportations de l'Algérie stagne à 0,50 depuis les années 90. Et si on regarde les voisins, le Maroc est à 0,17 et la Tunisie à 0,13. Eux, ils exportent des centaines de produits différents. C'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est exactement ce que met en lumière la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies avec son cadre STEPS. En gros, ce modèle évalue des choses comme la transformation structurelle et l'emploi. Quand un pays se repose presque uniquement sur une rente gérée par l'État, eh bien ça étouffe complètement le reste. Les autres industries n'arrivent pas à se développer. L'industrie en dehors des hydrocarbures, c'est moins de 15% de la valeur ajoutée du pays. Résultat, créer de vrais emplois productifs devient une mission quasi impossible. Du coup, ce modèle économique très particulier forge une mentalité qui l'est tout autant. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « Queen rah sahatita pétrole ». En clair, ça veut dire « Où est ma part de pétrole ?» C'est hyper révélateur. La richesse du pays n'est pas vue comme le résultat d'un travail collectif, mais plutôt comme un gâteau que l'État doit découper et distribuer. Sauf que la jeunesse, elle, a l'impression tenace de ne recevoir aucune part de ce gâteau. Alors quittons un peu les milliards de dollars pour descendre sur le terrain et voir ce que ça donne au quotidien. Et c'est notre deuxième point, l'asphyxie sociale. Il y a un mot incontournable pour comprendre l'état d'esprit ambiant, c'est la haugra. La haugra, c'est ce sentiment de mépris systémique, d'injustice banalisée et d'indifférence totale des autorités face aux citoyens. Et attention, c'est pas juste un mot en l'air, c'est la racine politique et psychologique d'une frustration immense. C'est le moteur, un peu invisible, qui transforme les galères économiques de tous les jours en un rejet pur et simple du système. Et cette frustration, elle vient de choses très, très concrètes. Prenez la crise du logement, par exemple. Dans des banlieues comme la Cité des 500 logements près d'Alger, c'est hallucinant. On peut trouver jusqu'à 40 membres d'une même famille entassés dans un 3 pièces. Zéro intimité. Et avec un chômage endémique, beaucoup de jeunes n'ont d'autre choix que la débrouille informelle. Ils s'improvisent parkingers, ils demandent quelques pièces pour surveiller des voitures dans la rue. C'est littéralement la survie au quotidien. Et ça les envoie souvent directement par la case-prison. Le pire, c'est que ça bloque absolument tout le parcours de vie. Traditionnellement, pour devenir adulte, il y a 3 étapes. Trouver un vrai boulot, avoir son propre chez-soi et se marier. Mais avec un marché immobilier saturé et souvent bloqué par le clientélisme, avoir son appart devient un rêve inaccessible. La conséquence directe, le mariage est repoussé. L'âge du premier mariage s'est envolé. On voit exploser le célibat chez les gens de 30 ou 40 ans, ce qui crée un énorme stigmate social, surtout pour les femmes, qui sont parfois traitées de mesquina, la pauvre fille. C'est une sorte de mort sociale qui n'en finit plus. On pourrait se dire que ça ne touche que les plus précaires. Eh bien non. Troisième partie, la fuite des cerveaux. L'asphyxie, elle touche aussi les élites et les diplômés. Ce chiffre de 1200, il donne le vertige. Écoutez bien, en 2022, lors des examens français pour permettre aux médecins étrangers d'exercer en France, il y avait 1993 postes disponibles. Sur ces 1993 postes, plus de 1200 ont été décrochés par des médecins algériens, c'est plus de 60% des places. Autrement dit, l'Algérie forme une immense partie des médecins qui finissent dans les hôpitaux français. Et pour comprendre cet exode de masse tout à fait légal, il suffit de regarder les fiches de paye. Un médecin spécialiste dans le secteur public algérien, il gagne l'équivalent d'environ 400 € par mois.
Au Maroc voisin, un spécialiste gagne autour de 2000 euros. Rajoutez à ça des hôpitaux qui manquent le tout, des pénuries de médicaments et zéro perspective de carrière, honnêtement, la situation est intenable pour eux. Les conséquences sur place sont catastrophiques pour le système de santé. Plus de 40% des psychiatres sont partis. La néphrologie et la radiologie, on frôle les 25% des parts. Ça veut dire des pénuries de spécialistes critiques, des centres de dialyse totalement engorgés et des délais d'attente qui mettent directement la vie des patients en danger. C'est devenu tellement systémique que ça a fini par envahir la pop culture. En 2026, pendant le Ramadan, la série télé El Mouhajir a fait l'effet d'une bombe dans le pays. L'histoire, un médecin qui lâche son propre mariage pour fuir clandestinement. La bande-son disait « Je suffoque, je coule, le courant m'emporte ». Ça a touché un point ultra sensible. Ça montre à quel point cette génération est prête à sacrifier ce qu'elle a de plus cher juste pour fuir cette impasse. Ce qui nous amène, tristement, à la manifestation la plus extrême de tout ça. 4e et dernière partie, l'évasion par tous les moyens. C'est ce qu'on appelle la Hargouga. Brûler les frontières, brûler ses papiers et traverser la Méditerranée en cachette. C'est le rejet absolu du système. Ce qui est fou, c'est qu'en 2019, avec le mouvement pacifique du Irak, ces départs s'étaient presque arrêtés. Il y avait un vrai espoir de changement démocratique. Mais quand cet espoir a été douché, les départs ont repris, et de manière beaucoup plus massive et désespérée. Et aujourd'hui, ça n'épargne plus personne. On voit même des familles entières partir. Et c'est devenu un vrai business, géré par des réseaux clandestins. Pour une place sur une flouka, une simple barque en bois, comptez entre 100 000 et 200 000 dinars. Si vous avez plus de moyens, vous pouvez payer entre 3 000 et 4 000 euros pour un go fast, une vedette ultra rapide et un peu plus sûre. Pour vous donner une idée du niveau de désespoir, prenez cet événement qui a fait le tour des réseaux à la fin de l'été dernier. 7 ados, de 14 à 17 ans, originaires de Tamenfust, ont carrément volé en hors-bord. 0 adulte à bord. Juste une boussole et le GPS d'un téléphone. Ils ont navigué pendant 9 heures pour rejoindre Ibiza en Espagne. Voir des enfants prendre des risques aussi fous en mer, c'est glaçant. Et c'est aussi perçu comme un énorme camouflet pour les gardes-côtes. Mais attendez, on s'arrête pas là. Quelques jours après ces adolescents, c'est l'appareil d'État lui-même qui a tremblé. Le général Abdelkader Haddad, l'ancien grand patron de la sécurité intérieure, il s'est enfui en Espagne. Pris dans des luttes de pouvoir militaires et craignant apparemment pour sa vie, il a pris un go-fast clandestin pour traverser la Méditerranée avec des dossiers ultra sensibles sous le bras. Ça montre des fractures énormes au sommet même de l'État. Alors, mettez ces deux images côte à côte. C'est ça le cœur du problème. D'un côté, des gamins de 14 ans qui volent un bateau. De l'autre, le chef suprême des services de renseignement. C'est l'ironie tragique de ce paradoxe. Du citoyen le plus marginalisé à l'homme le plus puissant du système, tout le monde finit par utiliser exactement les mêmes filières illégales pour fuir. On a vu l'illusion de l'argent du pétrole, la jeunesse étouffée, l'exode des médecins et cette fuite désespérée en mer. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce qu'un État très riche peut vraiment survivre en vendant ses ressources naturelles s'il se vide de sa vraie richesse, c'est-à-dire son capital humain? Une économie florissante sans développement humain, ça ressemble quand même beaucoup à un mur. C'est sur cette réflexion qu'on va se laisser aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour creuser de nouveaux sujets.